un absentéisme, enfin, je dirais, porte sur l'engagement, hein, et qui montre qu'il est entamé. Voilà, et donc on est sur cette courbe qui augmente de façon beaucoup plus importante quand il s'agit, des managers que des non-managers. Alors, j'ai envie de dire, il est loin le temps où, si tu n'es pas manager à 40 ans, tu as raté ta vie, ou, comme nous le disait, c'est une dizaine d'années, mais c'est ça aussi qui il y a de temps encore, être manager était la voie royale pour ceux qui voulaient construire une carrière en entreprise. C'était presque un passage obligé, un indice de performance pour montrer qu'on avait une trajectoire dynamique. Un bon technicien devenait naturellement manager sans qu'on se pose vraiment la question de ses capacités à remplir cette mission, ni même des contours de cette fonction. La question, honnêtement, que je me pose, c'est, est-ce que, ce n'est pas une façon toujours facile du avant, après, heu et en fait, on se retrouve quand même avec quelque chose qui se dessine depuis longtemps. Est-ce que, en effet, cette vocation pour le management était si présente? J'ai essayé de vous montrer que c'était un petit peu plus nuancé que ça, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un malaise, dans la profession managériale. Alors je parle des managers intermédiaires. Alors, ça ne vaut rien, au regard de données scientifiques ou un peu dures. C'est vrai que j'ai animé récemment, des séminaires sur le management auprès d'étudiants, bac+5, donc dans une école de management et sciences politiques, alors c'est à Strasbourg, et que quand, alors à chaque fois j'avais 120-150 étudiants qui vont sortir, des études, hein, dans 6 mois, qui dans quelques mois sont en stage et dans le cas de l'école de management, étaient en alternance. Et c'est vrai que ça fait 2 ans quand je pose la question de qui a envie d'encadrer, qui a envie de manager, je vois moins de doigts se lever avec exactement les mêmes réponses. Une forme d'individualisme qui se met en place sur la progression de carrière et puis, une vision du management qui, c'est vrai, est beaucoup moins, positive. Alors les causes identifiées, pour avancer, au-delà des chiffres, eh bien, il y a un aplatissement des structures hiérarchiques. Donc c'est vrai que quand vous commencez à progresser via le management, les échelons, il y en a plus 12. Dans beaucoup d'entreprises, il y en a 1 ou 2, donc il faut peut-être trouver d'autres voies pour avancer. Un appauvrissement du middle management. Bon, c'est sûrement, là aussi, avec regardé avec beaucoup de nuances et beaucoup de variété, hein, dans ces mais c'est vrai qu'on voit bien que le management intermédiaire, je crois que je vais en reparler, avec tout, ce qui s'est passé sur, les sous-traitances, les plateformisations, la fragmentation du travail, n'a peut-être pas le contenu, une richesse folle, en termes de contenu des tâches. Un ras-le-bol managérial dont j'ai parlé, l'entreprise libérée, qui a quand même pointé du doigt, les managers, en les traitant, de petits chefs, bon, toutes ces caricatures qu'on a connues, qui fait qu'en fait, bon, c'est pas une représentation extrêmement positive, de la mission. Une formation insuffisante, très clairement. Là encore, enfin, je rencontre beaucoup d'entreprises, une entreprise industrielle, on est ingénieur, on est meilleur ingénieur de l'équipe, et on se retrouve à encadrer, et là c'était, une vingtaine d'ingénieurs, sans formation, sans rémunération et d'ailleurs sans, temps dédié au management. C'est-à-dire que la fonction technique restait, la même. Et là, c'est vraiment, 2 témoignages très récents dans la même entreprise. Et les personnes me disaient: «Bon, moi je fais ça, pratiquement par vocation, par envie, mais ça je ne tiendrai pas 2 ou 3 ans de plus», et je l'ai déjà dit. Un risque de plus en plus fort perçu, sur l'humain, c'est-à-dire que, à force de vouloir demander, tant de choses aux managers, reconnaissance, bienveillance, voilà, accompagnement, coaching, on se rend compte que l'humain c'est fragile et qu'on peut se faire, véritablement mettre en cause. Les questions de harcèlement, les questions et qu'on n'a peut-être pas envie de s'exposer à tout ça. Le risque de perdre son expertise, c'était le cas hier, c'est, je suis ingénieur, je passe de plus en plus de temps au management, mais je ne suis plus maintenant aussi à jour que mes collègues qui, eux, ont décidé de garder, leur poste tout simplement d'ingénieur. Et puis cet effet, amplificateur de la crise. Il y a certainement d'autres raisons. J'ai repris des raisons que j'ai retrouvées dans la littérature, celles que je rencontre, mais vous en avez peut-être vous, dans vos cas d'entreprise.
Alors, si je regarde l'évolution de l'emploi des managers, je fais un petit état des lieux, je n'ai pas cité vraiment beaucoup de sources, mais elles sont plutôt, je les ai prises dans plutôt des articles académiques. Bah, c'est la fragmentation des tâches qui n'échappe à personne, mais c'est vrai qu'elle est de plus en plus forte depuis des années, particulièrement depuis 20 ans avec tout ce qui est numérisation, automatisation aussi de toutes les tâches, qui fait que le manager a pris en charge de plus en plus de tâches. Il a été mis au travail de tâches administratives qu'il doit prendre à son compte et qui souvent lui prennent un temps fou. La plateformisation, hein, donc la sous-traitance d'énormément de missions qui pouvaient être des missions qui pouvaient donner du sens hein, à la fonction managériale et qui lui échappent. Une personnalisation, alors c'est très très important, mais qui fait que cet engagement dont j'ai parlé et ces risques perçus deviennent plus forts. Insubordination, c'est une façon de dire qu'on remet en cause je dirais, l'autorité. Alors, je ne dis pas que tout ça n'est bien, pas bien, je constate ce qui se passe, ce qui fait qu'on a peut-être moins envie de cette fonction, surtout si on la voit comme une fonction de pouvoir. Un élargissement de la pyramide des âges avec 4 générations désormais à l'œuvre au sein des entreprises. Alors, pas toutes, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même tout cet effet intergénérationnel qui peut rajouter de la complexité. Une individualisation croissante des situations de travail et en effet une demande de suivi extrêmement individualisée des personnes, ce qui complique la tâche, qui demande des connaissances et des compétences psychologiques, relationnelles, qu'on n'a peut-être pas forcément parce qu'on n'a pas été assez formé, et puis qui multiplie les temps hein, dédiés au management. Cette accélération frénétique du rythme de travail, donc ce qui remonte beaucoup, et des changements organisationnels. C'est aussi bien, pas avoir le temps de faire son travail correctement et du toujours plus vite surtout. Et puis, beaucoup là, je ne reviendrai pas dessus, toutes ces tensions et ces injonctions paradoxales. J'ai beaucoup communiqué dans ce cercle ou dans d'autres lieux IGS sur ce qu'on appelle les tensions de rôle. Ce rôle du manager intermédiaire, un peu d'airbag de l'organisation, d'amortisseur, des injonctions venant du haut, des injonctions, on va dire aussi, hein, venant du bas, et ce rôle de régulateur qui est quand même extrêmement complexe et qui fait que la charge mentale et l'engagement émotionnel sont très forts. Alors, il y a peut-être aussi, je l'ai retrouvé dans un rapport intéressant, des défaillances des institutions de formation, où il était dit que les écoles et les universités ne jouent pas leur rôle, mésestimant les savoirs fondamentaux et les compétences à développer pour bien préparer leurs futurs diplômés au management. Je m'inscris complètement dans cette critique. J'ai dirigé 2 écoles, j'enseigne dans des écoles et véritablement, les séminaires de management sont très peu présents. Je parle de la formation initiale. Alors qu'on va privilégier, je dirais, des contenus techniques de gestion qui vont du marketing à la stratégie, à la conduite de projet, mais plutôt avec des outils en sous-estimant les dimensions relationnelles. Alors, je termine avec les pistes, parce qu'il faut bien avancer. Bon, je pense qu'il faut réfléchir à ce que veut dire manager. Là, il faut vraiment qu'on se pose, quelle est cette fonction, quelles sont les missions, et qu'on ne fasse pas ce que j'ai vu encore hier, des fiches de mission où n'apparaît même pas le mot management, alors que la personne dirige 20 personnes, 20 ingénieurs. Ça va avec une définition des compétences managériales, certaines plus dures, hein, la gestion de projet, de la planification budgétaire, de l'organisation, on peut considérer que c'est des techniques plus dures, et puis toutes ces soft skills, dont on a là aussi abondamment parlé depuis plus d'1 an, former à ces compétences. Je crois qu'il faut arrêter de penser qu'on est de façon innée leader, manager. Non, ça s'apprend comme toute compétence, ou ça s'améliore, parce qu'on a des prédispositions. Revaloriser le rôle des managers. Alors, ça peut être revalorisé en termes de reconnaissance, de statut, de temps, et puis valoriser financièrement l'accès aux fonctions de manager, parce que c'est pas forcément. J'ai pas eu de statistiques, mais visiblement, c'est pas toujours le cas. Ça existe, mais pas le cas. De l'autonomie, ne pas les laisser être simplement les porte-voix de la gouvernance ou de la direction, ce qu'ils sont souvent. Leur donner du temps pour préparer, pour faire des entretiens d'évaluation, pour réfléchir, pour conduire,
et ne pas être en fait des pilotes. Cette différence que je fais entre le manager et le pilote. Le pilote qui a la tête dans les KPI toute la journée avec des reportings qui lui font complètement perdre du sens. Et justement faire des co-constructeurs de sens, c'est-à-dire des personnes qui contribuent aussi à la mission et à la vision des organisations. Alors, vous avez dû voir un peu apparaître ce mot de smart working, qui n'est pas récent, hein, mais peut-être qu'on délivre, enfin qu'on voit plus maintenant dans le vocabulaire des entreprises. On parle de beaucoup de smart working à partir de du réaménagement des locaux, les espaces de travail, qui sont un vrai sujet. Mais c'est vrai que smart working exprime la double exigence entre un salarié responsable, donc pour produire des résultats, mais aussi pour maintenir un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est vrai que ça interroge les espaces de travail véritablement de façon directe, mais ça interroge aussi, je dirais globalement, l'organisation du travail. On ne peut pas penser l'espace de travail sans penser l'organisation du travail, tout ce qui va avec, le statut, les fiches de mission, etc. Donc, je voyais sur un rapport qui est l'ANACT, des choses intéressantes. Alors, c'était à propos de tout ce qui a été fait autour des accords sur le télétravail, où des entreprises, alors Club Med, BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA, alors évidemment des grosses entreprises, mais bon, on peut espérer que les PME déclinent aussi. Autour des accords du télétravail, l'émergence aussi d'un vieux sujet qui est la co-construction, alors qui pourrait se traduire par 3 étapes. Des consultations des collaborateurs avec des ateliers qui sont faits entre managers et salariés, c'est-à-dire, voilà, on ne demande pas simplement aux salariés de faire des boîtes à idées et on remonte et on prend ce qui nous arrange. Nous, on est vraiment dans la co-construction et des échanges. Des expérimentations encadrées dans le temps. Donc, c'est le cas de la mise en place du télétravail, 6 mois, 12 mois, 18 mois, et surtout la réversibilité. S'autoriser à dire, on peut revenir en arrière, droit à l'erreur, et c'est certainement là où, c'est classique, hein, on obtient alors déjà des idées, on donne la parole, on est dans l'écoute, et certainement beaucoup plus d'adhésion. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer, c'est ce que témoignent les DRH qui ont piloté ce type de projet. L'adhésion beaucoup plus ferme des salariés et une reconnaissance beaucoup plus grande des managers qui jouent leur rôle, là, dans ce cas-là, d'animateur. Voilà, je terminerai par l'idée qu'il faut savoir prendre soin des managers. C'est une population finalement très oubliée. Quand on parle de souffrance au travail, de difficultés, on pense bien sûr aux salariés de base. Certains secteurs d'activité une réalité très très forte des conditions de travail, de la santé au travail. Mais c'est vrai que globalement, les managers intermédiaires sont des grands oubliés de la QVT ou de tout ce qui est question de bien-être. Voilà, je termine là-dessus en vous demandant donc de maintenant partager vos expériences, vos remarques, vos interpellations. Et je crois qu'on a presque 1 heure pour le faire. Donc Jean-Michel, je te laisse animer. Je vais peut-être arrêter ma présentation. Voilà. Et puis, je vais demander donc encore aux personnes de bien vouloir partager leurs réflexions, leurs expériences aussi personnelles. Moi, j'ai juste une question qui vient, tu l'as abordée d'ailleurs lors de ta présentation, pardon. Tu parlais à un moment d'individualisme et est-ce qu'on ne peut pas aller même au-delà parce que certaines personnes seraient même peut-être auraient une envie en fait de se couper du monde du management et du travail en particulier. Je vois notamment des personnes qui se replient finalement en télétravail et alors je sais qu'on en parle souvent et je sais que tu as ta vision aussi également sur le pseudo quiet quitting, etc. Est-ce qu'on n'est pas non plus dans cette vision de finalement le travail, une vision presque aquaboniste, hein, qui consiste à dire, bah, finalement, on parle de frugalité, on parle de rester, comment dire, de moins consommer. Enfin, il y a toute une ambiance sociétale derrière cela qui fait que, est-ce que ça ne provoque pas également
une amplification en fait de ce mal-être en tant que manager intermédiaire. D'autant plus que tu as montré effectivement toutes les facettes en fait qui font qu'effectivement au départ on se sent peut-être un petit peu dépassé par la tâche du fait des contraintes. Hein. Alors, je vais répondre rapidement, mais c'est vrai que j'aimerais bien que c'est un cercle, hein, qu'on entende. Oui, D'ailleurs, je pense que chacun peut ouvrir son micro. tout à fait. Et voilà, hein, parce qu'on n'est pas dans le webinaire classique, hein, on est dans le cercle et chacun doit. Et vraiment, ça m'intéresserait de vous entendre tous. Oui, oui, on est dans une société d'individualisation, ça fait très longtemps qu'on le dit, avec, depuis qu'on n'a plus pu promettre le plein emploi, promettre la pleine employabilité et renvoyer à l'individu la responsabilité de ce qu'on appelle le parcours, hein, de la carrière, le parcours. Et c'est vrai qu'on a renforcé l'individualisme, qu'il y a de plus en plus d'organisations matricielles avec des organisations ad hoc qui fait que les individus sont moins dans des collectifs type service, etc. Non, non, tout à fait. Et mais tout ça, bon, fait système, hein, il n'y a jamais un et les managers sont un petit peu, je dirais, pris, dans ce faisceau, en effet, de comportements. Mais il y a une appétence, hein, pour le collectif, je crois que le travail reste un lieu du collectif Mhm. et globalement, je pense que les personnes, enfin, on le voit, ont quand même envie, beaucoup, de revenir, et de participer, à condition on nourrisse cette envie. Je crois qu'on va laisser la parole à ceux qui Oui. ont peut-être témoigné, eux, ce qu'ils vivent dans leur entreprise. Donc, n'hésitez pas, hein, Jean-Michel, à ouvrir. Voilà, Oui. David, Alors, voilà. David, par exemple. Bonjour, bonjour. Merci pour cette présentation et ce cercle fort intéressant qui aujourd'hui apporte beaucoup de questions et des réponses qui sont pas transposables en fait. Donc ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est que effectivement on partage un petit peu ce désamour et moi je fais partie des vieux managers. J'aime pas dire ça parce qu'en même temps, j'ai l'impression que je deviens un bon manager. Mais c'est très relatif. Hein. Ce sont mes salariés qui me le disent. Alors, c'est plutôt bon à prendre parce que j'ai l'impression d'être parfois leader. Mais cette position n'est pas une position acquise. Et même si je peux aussi faire part des problématiques de changement, mais c'est surtout les changements organisationnels que j'ai vécus dans les différentes entreprises qui m'ont poussé aussi à bouger mon management. J'ai changé plusieurs fois d'entreprise. Alors moi, aujourd'hui, je travaille dans un groupe de services aux personnes et je dirige un centre de formation interne. Et je suis dans une entreprise qui est en plein développement. Et ce qui me pose le plus de questions aujourd'hui, c'est vraiment autour de la complexité de mon travail. Et si j'ai un fait à mettre en débat aujourd'hui, c'est vraiment autour de ça. Alors précédemment, je travaillais dans une entreprise qui avait plutôt le pied sur le frein à gérer des relations sociales, etc. Donc, je suis passé par différents stades en fait dans ma carrière professionnelle. Et là où je pensais avoir moins de problèmes, finalement, j'ai d'autres problèmes. Et ces autres problèmes, ils ont attrait à mon rapport à ma gouvernance, au monde VUCA dans lequel on est, qui parfois, mais alors, procure une perte de sens et de priorité qui est infernale. Vous êtes à peine posé sur un sujet qu'on vous en a remis 3 autres et qui sont tout aussi importants d'ailleurs. La question, pour moi aujourd'hui, de l'empilement versus l'intégration stratégique, on a des sujets autour de ça. Et encore pire quand on a des moyens. Alors, on se plaint quand on n'a pas de moyens. Quand on en a trop, alors finalement, vous avez une espèce de contrebalancement qui fait que on exige de vous une adaptabilité. C'est le fameux VUCA dont on parle maintenant très régulièrement, où on vous demande voilà, d'aborder la complexité, mais comme une normalité, d'être adaptable, voilà, avec effectivement, et vous en avez un tout petit peu parlé, il y a plusieurs générations qui cohabitent dans les équipes. Donc, en fait, il y a un management qui se décrète pas, en fait, qui est accompagné dans son sens, en prenant en compte, en fait, les particularités, les attentes ou les appétences de nos salariés. Et finalement, voilà, moi, j'ai un gros warning sur la complexité. C'est vraiment ça qui a changé dans mon métier. Alors, c'est bien parce qu'en même temps, ça permet de rester jeune, de rester en forme et de se poser d'autres questions. Mais ça crée de la charge mentale, quoi qu'on en dise. Donc, moi, aujourd'hui, si j'avais à
à citer deux qualités ou deux comportements que je développe pour garder la tête hors de l'eau, parce que j'adore mon métier de manager que j'exerce depuis 25 ans. C'est vraiment autour de la résilience et de l'assertivité. Résilience parce que effectivement, il y a comment dirais-je, on ne peut pas mener tous les combats, il y a des combats qui n'en sont pas. Enfin, faut se situer dans un environnement de toute façon dans lequel on a une part de responsabilité, on est nous-mêmes coproducteurs de notre environnement, mais de l'autre côté, il y a quand même pas mal de choses qui nous descendent de façon un peu verticale, d'ailleurs paradoxalement, malgré, et je vous rejoins, l'aplatissement ou l'horizontalisation en fait des rapports managériaux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, tout le monde peut à peu près dire ce qu'il a envie de dire, être coproducteur en fait de la stratégie, et ça, c'est plutôt chouette. Mais de l'autre côté, il continue quand même à y avoir des choses qui descendent de façon un peu verticale. Ça, c'est la première chose. Et sur l'assertivité, du coup, ça me donne l'occasion de retravailler mon rapport à ma gouvernance en étant beaucoup plus sur... j'exerce aussi le bottom-up quelque part, en me disant, bon, là, il y a des choses, je dis non, mais je vais expliquer pourquoi je dis non, pas pour dire non, mais pour dire, OK, comment est-ce que j'aimerais bien... entendre que là, mon manager me dise que c'est pas possible si je suis à la place du manager qui va entendre ce que j'ai à lui dire. Donc, en fait, voilà, j'essaye de travailler mon discours et de dire de toute façon, non, ça ne passera pas pour telle ou telle raison. Et donc, je me force à discuter différemment avec ma gouvernance en ayant toujours un rapport constructif à mon environnement, mais en guidant un petit peu mes choix et comment dirais-je, en allant chercher de la profondeur sur la manière ou d'accompagner ou de remettre en cause une décision, mais en sortant un peu, enfin, en n'entrant pas surtout dans un rapport de conflit, puisque c'est pas l'objet et c'est pas ça. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, pour finir et pas monopoliser toute la parole, en tout cas, voilà, résilience et assertivité me semblent être les deux atouts nécessaires au-delà. Et comme vous l'avez dit, manager, c'est aussi se former et continuer à se former. D'ailleurs, ce cercle, il contribue à se remettre un petit peu en situation, en question. Rien de pire que la certitude dans nos métiers. Voilà, en tout cas, voilà le message ou les remarques, en tout cas, la couleur que ça m'inspire en ce joli vendredi matin. Alors, je vais peut-être répondre parce que je trouve que votre témoignage, et j'espère qu'il va y en avoir d'autres, est vraiment très intéressant. Et cette question de la charge mentale, alors qui nous habite tous, mais alors, qui est vraiment très importante. Et je parlais aussi de l'engagement émotionnel. On a maintenant ces deux choses. Alors, l'une qui est un petit peu plus... on va dire objective, rationnelle, c'est cette multiplication des interpellations, multiplication des parties prenantes aussi, qui est le client, le collègue, avec ces organisations de plus en plus matricielles, où en effet on a des interlocuteurs de plus en plus nombreux, je parle des managers. Très important, et en effet, cette part d'émotion, j'ai mené des études auprès de managers, c'est vrai qu'ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils se sont engueulés, parce qu'ils ont dû licencier, enfin, il y a quand même des choses très lourdes, il ne faut pas le nier, et ce manque de temps que vous évoquez, où il faudrait pouvoir dire stop, et je crois qu'en effet, là, sans rentrer dans de la psychologie positive de bazar, parce que ce n'est pas mon expertise, mais enfin, ce que j'observe, c'est qu'il faudrait du temps où on puisse se dire stop, réfléchir, pour amortir tout ça et pas le répercuter. Alors, déjà dans des burn-out, il y a quand même ce phénomène qui augmente de plus en plus. Et puis, dans sa vie privée, je reviens sur des entretiens de managers que j'ai fait récemment, où taux de divorce, est imputé à cause du travail. Alors, voilà, et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec vous, la résilience, on en a pas mal parlé des soft skills du manager, on pourra y revenir, la résilience, complètement d'accord, à condition de pouvoir se ressourcer pour être résilient, et une autre clé aussi, de pouvoir compter sur les autres. Et c'est vrai que nos organisations ne sont pas faites dans la confiance, et quelquefois, on absorbe parce qu'on n'ose pas dire qu'on ne sait pas faire, on n'ose pas demander. Et là, c'est un vrai sujet. Et l'assertivité, je suis entièrement d'accord, manager mon manager, manager ma gouvernance, et qui demande en effet du courage, et là aussi du temps, parce qu'il faut convaincre. Et on ne laisse pas assez la subsidiarité se mettre en place. On parle beaucoup de savoir déléguer, mais il faudrait savoir aussi mettre en place la subsidiarité. Et alors, pour terminer sur une petite touche, vous parlez du monde VUCA.
Je crois que c'est lors d'un des derniers webinaires que j'ai fait ici. Alors, on n'est plus dans le monde VUCA, on est dans le monde banni maintenant, et c'est bien pire. Alors, banni, c'est brittle, fragile, un monde fragile, très cassant, où tout peut disparaître et s'envoler. Un monde ensuite anxiogène, bon, ça, c'est encore le cran au-dessus de VUCA. Un monde N non linéaire, avec pas de proportionnalité entre les efforts qu'on va mettre pour résoudre un problème et l'impact qu'il va y avoir. Ouais. On le voit beaucoup sur le climat. Et je termine avec I. Alors là, on nous dit carrément incompréhensible. Donc, vous voyez que vous avez encore le cran au-dessus et les prospectivistes ont l'air de se mettre d'accord autour de ce terme. Voilà. C'est assez effrayant. Je ne connaissais pas le banni. Rien que banni, déjà. Oui, en français, c'est terrible. Ça évoque quelque chose d'assez fort. On est d'accord. Bon, c'était la petite mise à jour. Merci beaucoup. Je vais réfléchir à ce nouveau concept. Ouais. Très bien. Merci en tout cas, David, pour votre intervention très riche. Oui. Écoutez, la parole est à vous, chers participants. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des partages d'expériences, comme vient de le faire David? Alors, j'ai les prénoms, en fait, j'ai pas les noms. C'est pour ça que je me permets de vous appeler par les prénoms. Je précise. Est-ce que peut-être un témoignage aussi autour de justement ce qui était le sujet du jour, c'est la difficulté à recruter des managers. Est-ce que vous avez ça dans vos entreprises, cette difficulté, enfin, je parlais de vocation, parce que c'est vrai que des fois on leur demande est-ce qu'une vocation. Oui. N'hésitez pas à prendre la parole, la caméra, le micro. Il n'y a que David qui va lire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté de recrutement? Je suis étonné. Je vois Gaëtan. Merci, Gaëtan. Bonjour. N'hésitez pas. Bon, c'est dommage. Moi, je travaille pour Primark, qui est une enseigne de distribution. Je suis rattaché à l'équipe recrutement du siège, mais je recrute peu, moi, personnellement. Je ne suis pas chargé de recrutement. Je m'occupe des apprentis. C'est dommage, mes collègues, la chargée de recrutement, n'ont pas pu être présents ce matin. En tout cas, quoi qu'il arrive, des échanges que j'ai avec eux, ils ont effectivement de plus en plus de difficultés à recruter le management intermédiaire de magasins, donc des personnes qui sont amenées à gérer le commerce en magasin et surtout à gérer des équipes de vendeurs. On avait jusqu'à il y a encore quelques années des personnes qui étaient prêtes à pas mal de concessions, faire de la route, se faire muter ici ou là pour d'éventuelles évolutions en interne ou autre. Déjà, tout ça est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Le métier change chez nous aussi, effectivement. Les organisations ont été particulièrement repensées. On leur a demandé de faire d'autres choses qu'ils ne faisaient pas avant. Alors ça s'appelait ou s'appelait moins parce que on leur demande d'être toujours aussi présent sur la surface de vente pour les clients, pour les équipes. Mais d'un autre côté, maintenant, faut recruter, il faut gérer des tâches administratives qu'on n'avait pas avant. Voilà, donc on vient ajouter tout ça et notamment pour des managers qui sont encore un petit peu jeunes, c'est compliqué, ils comprennent pas parce qu'ils ne s'étaient pas forcément imaginé que le métier pouvait être aussi complexe avec autant de tâches à faire et puis pas forcément plus de temps alloué pour ces tâches-là, qu'on leur a rajouté en tout cas. On a effectivement de moins en moins de personnes qui sont prêtes à accepter des contraintes telles que je suis muté ici ou là, j'accepte de faire de la route, j'accepte de partir en déplacement pour aider un magasin. Voilà, ça se fait de moins en moins. Pour ce qui est de recruter, c'est pareil, ça devient compliqué. Soit on se retrouve face à des managers finalement qui sont trop jeunes et pas assez expérimentés. On n'arrive pas à recruter sur les niveaux les plus hauts en termes de management, parce que pour l'instant, ça aussi est en train d'être repensé, mais on a encore pour l'instant beaucoup de strates managériales dans nos magasins, ce qui va être amené à changer, mais effectivement sur les niveaux les plus élevés, soit les managers sont trop jeunes avec des prétentions qui en réalité malheureusement ne sont pas au niveau de ce que nous on cherche, ou alors à l'inverse, on se retrouve avec en face de nous des profils qui ne sont plus forcément en magasin avec des niveaux d'autonomie plus limités. Et quand on leur explique comment ils vont travailler, le nombre de strates qu'on a ou autre, ils ne sont pas prêts à nous rejoindre parce qu'ils vont perdre en autonomie et ils n'en ont pas envie, quoi. Donc effectivement, c'est compliqué.
Et puis, il y a vraiment maintenant une recherche de sens et de valeur, notamment dans les valeurs de l'entreprise, ce qu'on n'avait pas forcément avant, et ça à tout niveau, hein. Moi, je me suis retrouvé cette année dans des forums de recrutement, bon, plutôt pour des apprentis cette fois, où là, j'interviens plus directement sur le recrutement, où on m'a demandé d'expliquer quelles étaient nos valeurs, ce qu'on mettait en place au niveau vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de nos salariés. Ça, c'est nouveau. Enfin, ça fait 15 ans que je travaille dans le commerce. Déjà, c'est assez nouveau le fait que je dois vendre mon poste. Avant, c'était plutôt une position inversée. Et puis surtout, de devoir expliquer quelles sont nos chartes éthiques et autres. Effectivement, on nous le demande de plus en plus. Pour ce qui est du recrutement des apprentis, les difficultés, parce que j'ai tout autant de difficultés que mes collègues à recruter, encore plus sur des niveaux notamment en master ou autre, où là on les forme au métier du management. Il y a un vrai désintérêt pour le métier du management. Peut-être aussi parce que, comme vous le disiez, euh, ça fait pas forcément partie des choses qui ressortent beaucoup, hein. Enfin, moi, je valide énormément de programmes de formation dans les différentes écoles. Il y a des pôles management, mais qui restent très généraux. Et après, il y a tout un tas d'autres choses pour lesquelles les jeunes sont beaucoup plus attirés. Alors, toute la journée, on me demande s'ils vont être amenés à faire de la communication, du marketing digital ou autre, ce qu'on est malheureusement incapable de faire dans un magasin sur un métier d'encadrement d'équipe de vente. Et effectivement, ça ressort tout le temps, quoi. On a vraiment un intérêt très fort pour ces métiers, sans forcément une compréhension réelle de ce que ça veut dire de la part des jeunes. Et quand nous, on leur explique qu'on est sur du management pur et opérationnel, bah, comme on leur en a pratiquement pas parlé pendant les 3, 4 ou 5 années d'études qu'ils ont déjà fait, bah, en fait, ça les intéresse pas. Alors que pour autant, je me répète, mais ce qui les intéresse, voilà, ils n'ont pas une conscience réelle de ce que c'est ou de ce qu'on pourra leur demander sur des missions telles que celle-ci en entreprise. Donc c'est vrai qu'ils naviguent un petit peu à vue avec pour autant une idée très arrêtée sur ce qu'ils veulent faire, et c'est pas ça, quoi. Donc là-dessus aussi, c'est compliqué de recruter. Et quand on recrute, on en a peu qui nous quittent en cours de contrat, mais finalement, on en a quand même qui, à la fin, se disent, bon, bah, finalement, j'ai tenté, c'est pas pour moi. Le management, c'est trop compliqué, je vais repartir vers autre chose parce que je me vois pas faire ça et je me projette pas dans ce métier-là, quoi. Si je puis me permettre une assertion, j'entends en fait dans ce que vous dites Gaëtan et dans ce qu'évoquait Isabelle, quelque part dans les écoles, y compris de management, visiblement, on n'imaginait pas le métier aussi complexe pour de jeunes managers, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a aussi un travail à faire, je pense, d'approfondissement et surtout avec de coïncidence, comment dire, que la réalité du management tel qu'il est actuellement soit vraiment transmise au sein des écoles, puisque c'est ce qui va manquer. On reste parfois, moi j'ai pu le voir en discutant avec certaines personnes qui interviennent sur des managements théoriques de l'IA à peu près une trentaine d'années, où effectivement, ce que vous disiez Gaëtan, les valeurs ne sont même pas présentes, où on n'explique pas aux personnes tout l'intérêt en fait de ces valeurs et du changement de comportement des personnes en face qu'ils vont avoir à recruter, et notamment des jeunes pousses, hein, qui sont les alternants, et qui sont en devenir. Voilà. Pardon Isabelle, je te laisse la parole. C'est Non, moi qui... non, très bien. Non, non, mais je peux que valider, enfin, ou rejoindre Gaëtan dans dans son témoignage. Alors, on sait que de tout temps, la grande distribution et le commerce n'ont jamais été les secteurs les plus attractifs, hein. Pour les diplômés, vous avez dû l'être il n'y a pas très longtemps. C'est un sujet, et c'est vrai que là, on touche aussi à la représentation, hein, des métiers, où il y a des métiers glamour, il y a des métiers attractifs. Alors, ça varie très légèrement, mais en fait, on voit avec toutes les sorties, les vocations, toutes les études qui sont faites. Alors, je vais parler plutôt des diplômés, hein, ce que je connais, école de management particulièrement, alors qu'ils soient universitaires ou privés. Voilà, le commerce n'a pas meilleure presse. Ça, c'est après, on est bloqué sur des représentations aussi de nos étudiants. Et vous le dites, ça fait des années et des années qu'on leur explique qu'il vaut mieux aller vers les métiers de la vente, des métiers d'encadrement. Et en fait, on continue à vouloir être formé pour être chef de produit en marketing, alors qu'on n'en a pratiquement plus dans les organisations. Et moi, en tant que directrice d'école de management, j'ai créé des fois des spécialités où il n'y avait pas d'étudiants.
alors que les entreprises voulaient embaucher. Et il y a vraiment un décalage dans les représentations qui est très important. Ils sont bloqués, j'ai envie de dire, sur la génération d'avant, celle de leurs parents, et ça avance très, très peu. Mais c'est vrai que les écoles, je l'ai dit, ne savent pas former. Alors, l'idée, c'est pas de faire des prêts à l'emploi, hein, je ne voudrais pas rentrer là-dedans, mais ouvrir cette idée du management. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Moi, j'anime des séminaires de management et de leadership dans des écoles. Et je veux dire, j'ai une vraie réception des étudiants, mais est-ce que c'est un manque de compétences, un manque de savoir-faire, un manque de maturité sur la déclinaison de des missions? Je ne sais pas, mais je ne peux que vous rejoindre dans ces difficultés. Et alors, en effet, alors, le sens, je ne sais pas, parce que on voit quand même beaucoup la rémunération apparaître, hein. Je regardais des études assez récentes de sorties de diplômés, la rémunération reste quand même à des sujets, hein. Le CDI reste quand même. Vous voyez, hier, j'étais avec un spécialiste sociologue des statistiques au travail. Les chiffres ont très peu changé, hein. La part des CDD est la même depuis 30 ans. La mobilité a même diminué en France, hein. Alors qu'on a des visions très, très différentes. Mais quand on regarde les chiffres, on est quand même sur des choses qui restent assez constantes. Et c'est vrai que la rémunération reste quand même un sujet. Peut-être que vous avez aussi ce problème dans votre... Et puis après, ce fameux discours peut-être dans les écoles de management, ou alors, pas toutes, hein, loin de là, et je pense que j'ai fait partie de ceux qui ont un peu calmé le jeu, mais on leur fait des over-promesses sur la carrière qu'ils vont avoir, peut-être pour justifier les frais de formation. Non, mais je suis un peu critique par rapport à ça, hein. Mais voilà, on revient sur... et je pense qu'une des clés, vous voyez, Gaëtan, ben, c'est la qualité du management qui accueillera ces plus jeunes, si on reste sur les plus jeunes, parce que je ne voudrais pas non plus dire les jeunes, les vieux, hein, là, moi, je me bats beaucoup contre ça. Mais c'est la qualité du management, parce que ce que je vois chez des primo-arrivants dans les entreprises, je suis moi aussi beaucoup d'apprentis depuis des années, c'est que même dans un univers qui n'est pas celui qu'ils auraient choisi a priori, qui n'est pas le plus glamour, comme je le disais, eh bien, s'ils ont un très bon manager, ils ont envie de rester, ils ont envie de s'engager. Et cette relation au manager, elle est essentielle. À tel point que dans certaines écoles, d'ailleurs, si le manager change et évolue de poste, l'apprenti peut le suivre. En disant oui. non, je veux rester, je veux bien être avec vous, etc. Donc ça montre une relation très forte et donc effectivement une motivation liée à cette relation. Est-ce qu'il y a d'autres comment dire, réflexions, expériences à partager? Je vous en prie, c'est le moment. Oui, Allez-y. bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Alors, Très bien. mon parcours, c'est un peu plus différent. C'est vrai que j'ai jamais fait de management. Aujourd'hui, je travaille au sein de la direction, enfin dans une équipe RH niveau employeur. Et en fait, ma présence ici, c'est suite aux échanges avec ma responsable, que j'ai exprimé mon souhait de tourner vers le management. Jusqu'à maintenant, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le monde du travail et j'ai jamais eu envie de devenir manager parce que quand je voyais comment ça fonctionnait au sein des équipes que j'étais, les managers que j'avais et la relation qu'il y avait et l'évolution de la société, en fait, ça ne me donnait pas du tout envie d'être manager. Pour moi, c'était inconcevable. Aujourd'hui, ce qui me donne plus envie, c'est parce que je suis à la direction et je suis en lien régulier uniquement avec des managers. Donc, côtoyer cette population, limite, ils n'ont pas réussi, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais je ne suis pas tout à fait encore voilà, décidée. Donc, c'est pour ça que je suis inscrite à un certain nombre de formations pour un peu découvrir. Et ce que je voyais qui me donnait vraiment pas envie d'aller vers cette activité-là, c'est surtout les managers de proximité. Parce que dans leurs activités, on leur demande, quand on recrute, on cherche que des managers, pas des techniciens. Donc, il ne faut pas vraiment maîtriser l'activité, mais il faut savoir manager une équipe, etc., etc. Mais ils arrivent sur le terrain. Par exemple, aujourd'hui, quand je fais des points mensuels avec les contrats de travail,
Je suis en lien avec le manager de l'équipe et j'aborde des dossiers, des sujets qui sont techniques, des difficultés qu'on rencontre ou j'ai des demandes qu'il faut que ça soit traité à telle ou telle échéance. Si elle n'est pas du métier, elle ne va pas comprendre ce que je demande. Si elle est du métier, on lui demande d'être manager, mais pas technicien. Donc, en fait, il y a des fois aussi, c'est la demande qui n'est pas très claire. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un manager ou est-ce qu'on veut... En fait, il y a une fiche de poste, mais en réalité, on veut qu'elle soit aussi bien technicienne, aussi bien manager ses équipes, faire que ça avance, de pouvoir porter les projets de l'unité, de l'entreprise, etc. En fait, c'est assez complexe et cette complexité-là, qui n'est pas cadrée, qui me faisait peur en disant est-ce que je suis capable d'être sur tous les fronts et bien mener à terme mon activité. Et la deuxième question, c'est que sur les missions ou le temps qu'on a, qu'ils ont, en tout cas ce que je voyais, ça ne permet pas le temps de pouvoir aussi créer des échanges avec les salariés. Et puis, des moments, c'est les salariés qui croient qu'ils peuvent tout demander au manager, mais ils viennent les voir pour tout et n'importe quoi. Quand j'étais chargée de projet, et j'avais sous ma j'étais pas le manager, mais j'avais sous ma responsabilité 5-6 personnes. Mais il y a des moments, les demandes que j'avais, je me disais, mais est-ce que c'est ça être manager? Genre, j'arrive pas à allumer mon ordinateur. J'arrive pas, ce truc-là ne fonctionne pas. En fait, j'avais tellement de demandes et je me disais, mais est-ce que c'est ça le manager? Est-ce qu'on explique aux salariés clairement qu'est-ce qu'ils peuvent demander ou pas au manager? Ou je n'ai pas le temps pour le faire. Enfin, c'est ça en fait, c'est la complexité. On a peut-être employé le thème manager, mais on n'a pas vraiment défini, expliqué, donné la définition aux salariés aussi. Donc, il y a une vraie ambiguïté en fait. Mhm. Je ne sais pas si je suis dans le bon raisonnement, mais c'est l'image que j'avais en tout cas il y a quelques années du management et je me disais, mais euh, si je le fais, je ne suis pas là juste pour régler des conflits, pas des conflits, mais des choses qui n'ont pas vraiment de plus-value. Donc, c'est des tâches qui n'ont pas de... À la fin de la journée, quand on fait le constat, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Bah, finalement, pas grand-chose de productif. J'ai juste à régler de soucis qui devraient pas y exister, en fait. Alors, ce que vous décrivez, je ne sais pas votre prénom, mais ce que vous décrivez, c'est une réalité qu'on rencontre. Alors, c'est ce qu'on appelle le manager poubelle, c'est-à-dire le manager J'ai pas qui... osé. Ouais, mais c'est le cas. Moi, Qui... j'ai appelé ça assistante sociale haut de gamme. Ouais, non, le phénomène du manager poubelle, alors des fois qui est très consentant, hein, parce qu'il y a aussi de la co-construction hein, dans ce type de... Mais qui en effet est considéré comme la personne qui règle tous les problèmes, on appuie sur un bouton, et là justement, c'est là où le métier de management, parce que c'est un vrai métier, nous permet, tout à l'heure c'est David parlait de résilience, d'assertivité, de ne pas subir. C'est-à-dire qu'un manager bien formé, il est proactif, il n'est pas en adaptation, en réaction à ce que lui demande son équipe, même s'il y a une dimension d'être au service d'eux, véritablement, c'est lui qui répartit la charge de travail, anticipe les problèmes, renvoie les personnes écoute bien évidemment, mais renvoie les personnes sur leur zone de responsabilité, etc. Et là, il y a deux choses. Il y a la formation, et puis il y a aussi l'exemplarité de la gouvernance. C'est est-ce que le top management est dans ce respect de la fonction managériale? Est-ce que comment voilà, et là il y a toujours, alors je parle de théorie de ruissellement au management, mais il y a toujours cette fonction d'exemplarité. Si c'est très mal fait ou très mal présenté, comme vous le dites, les fiches de poste sont pas claires, on laisse les managers se débrouiller tout seuls sous le poids des injonctions, évidemment qu'ils sont en situation extrêmement difficile. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième, c'est en effet cet arbitrage entre l'expert et le manager.
c'est une des causes de désaffection, surtout dans les métiers où la technologie, l'expertise est très pointue. Je suis obligée quelque part de ne pas être le meilleur vendeur, par exemple, de mon équipe. Donc, par exemple, peut-être avoir un salaire moindre que quand j'étais le très bon commercial. Je vais peut-être abandonner mon expertise nucléaire ou biologique en biologie. Et ça, c'est vrai que ça pose toujours un problème. Par contre, ce que vous disiez, c'est que la dimension métier reste quand même importante et que ce que je constate, c'est que des fois, le clivage. Alors, vous parliez tout à l'heure, Gaëtan, de managers, je ne sais pas, à un moment, vous avez dit peut-être qu'ils ne connaissent pas le métier ou qui débarquent. C'est vrai qu'il peut y avoir ce sentiment de clivage entre ceux qui me managent, ils ne connaissent rien au métier. Alors, on ne lui demande pas d'avoir fait 30 ans dans les rayons, mais avoir un minimum de connaissance du métier, parce qu'il ne faut pas confondre pouvoir et autorité. Pour avoir de l'autorité et être légitime, il faut quand même avoir cette composante métier. Ça me fait penser d'ailleurs que pendant longtemps dans les magasins, on a pensé justement, pour répondre à ce que, je n'ai pas le prénom non plus, mais Lucie, oui. pour répondre à ce que vous disiez, effectivement, pendant longtemps, on a cru, alors notamment dans le cadre de nos évolutions en interne, qu'effectivement, un bon technicien, c'était forcément un bon manager. Donc, un bon vendeur, c'était forcément un bon animateur d'équipe. Un bon superviseur d'équipe ferait forcément un bon manager. Et en fait, on a fini par se rendre compte que non, en fait, certes, il y avait une maîtrise technique qui était très bonne, mais c'est pas pour autant qu'on est capable d'avoir la pédagogie pour accompagner les gens là-dessus, de l'animer, de le coordonner à l'échelle d'une équipe. Savoir le faire pour soi, ça veut pas forcément dire savoir le transmettre aux autres, en fait, hein. Et quelque part, savoir s'effacer devant les autres aussi. Mais c'est C'est difficile aujourd'hui, c'est assez complexe de pouvoir avoir le bon technicien et aussi qui peut être aussi un bon manager. Dans notre entreprise, par exemple, où je suis, nous, on recrute aussi des managers, mais qui ne sont pas du tout du métier. Par exemple, s'ils ont fait du management dans la comptabilité, ils peuvent aussi faire du management dans les ressources humaines. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, dès que j'ai une problématique, je m'adresse en tant qu'employeur, je m'adresse jamais au gestionnaire contrat de travail, au gestionnaire de paye, je m'adresse à leur responsable, le manager, qu'il soit du métier ou pas du métier. Par contre, j'attends une réponse à ma question. Je ne me pose pas la question de savoir si techniquement, elle peut me répondre ou pas. C'est ça aussi la difficulté qu'on peut rencontrer dans les équipes. Ce qui peut être aussi parfois problématique, ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est qu'on recrute parfois des managers qui sont tout jeunes, qui ont moins de 30 ans, et ils se retrouvent à manager des équipes où il y a des personnes qui sont 50, 60 ans. Et parfois, j'entendais le discours, c'est pas cette gamine qui va me donner des ordres. Donc, c'est difficile aussi. Non, mais c'est arrivé. Ce que je dis, c'est vraiment le constat du terrain. C'est difficile aussi de venir et s'imposer quand on sort de l'école. On a un diplôme, on a un bac+5, mais on n'a pas été confronté à manager des personnes qui ont 20, 30 ans d'ancienneté. Des exemples flagrants quand on demandait à une personne est-ce que tu peux donner la note ou est-ce que tu as trouvé l'information? Elle regarde et elle dit bah, c'est dans ma tête. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez répondre? David, je crois que vous vouliez prendre la parole. Oui, j'ai envie de réagir, mais je vais essayer de faire court pour mon intervention. Ça m'évoque plusieurs sujets. Effectivement, dans les modèles managériaux, je pense qu'on est passé un peu, et Gaëtan en parlait, l'ancien modèle managérial était basé sur l'expertise, la progression dans les échelons, alors avec parfois le syndrome du petit chef. Voilà. Et donc, c'est là où on a un peu basculé de l'autre côté en faisant venir du 109, entre guillemets, pour occuper des fonctions managériales. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans un mix. Ce que je peux constater, en tout cas dans mon organisation, c'est que le top management vient toujours un peu d'en haut et d'ailleurs. Le management opérationnel reste toujours une voie de progression, voire de succès. Puisque moi je travaille sur un réseau d'agences, donc nous on a 500 agences en France, et on a quand même 30% qui sont issus des métiers d'intervenants, des métiers très opérationnels, et qui sont devenus managers de leur agence.
Donc, j'ai envie de dire, voilà, 70% viennent un peu de l'extérieur, c'est beaucoup, mais on a encore 30% qui, j'allais dire, de par leur expertise et leur connaissance, leur fine connaissance du terrain, parce que là, en agence, c'est du management opérationnel, hein, c'est de la planification, c'est la connaissance un peu fine de comment est-ce qu'on positionne les personnes sur des prestations, comment appréhender les difficultés du quotidien, etc. Ce que n'a pas ou qu'il est plus difficile à aller chercher pour un manager qui vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, pour enfoncer un petit peu le clou, sur les 70% de managers de terrain qui viennent de l'extérieur, il y a énormément de turnover. Énormément de turnover. Et pourtant, on est dans un métier de service. Alors, effectivement, on a tous un peu les mêmes contraintes, notamment aujourd'hui. Je crois que la question du salaire, elle n'est pas forcément centrale et ce n'est pas ce qui ressort, en fait, dans le sujet du turnover. Ce sont surtout les conditions de travail, les conditions de management qui elles, restent dissuasives ou en tout cas, prennent le pas sur je ne vais pas y arriver, quoi. C'est trop complexe, etc. Voilà en tout cas ce que ça m'évoque avec toujours ce tandem entre ce qu'on permet quand même de valoriser en termes de parcours et de progression, de mobilité interne, qui est revenu un peu à la mode. Et je trouve ça plutôt intéressant d'avoir les deux. Maintenant, il y a aussi la réalité d'un plafond de verre. Hein. Quand on était intervenant et qu'on monte responsable d'agence, on a très peu de possibilités, j'allais dire, en dehors de suivre des parcours de formation et d'accompagnement, de passer du côté top management. Ça reste extrêmement rare. Donc, il y a toujours un plafond de verre. Hein. C'est jusqu'où on parle de progression quand on devient manager. On reste souvent manager opérationnel. Et il n'y a que quelques-uns qui arrivent finalement à monter dans le top management sur des postes d'appui structure parce qu'ils ont gravi un échelon. Et toute la complexité, effectivement, et le risque, c'est de rester dans du management opérationnel. Et je ne suis pas sûr que nos jeunes managers aient envie notamment au sortir des écoles, et vous le disiez très bien, parce qu'on a tendance un peu à survaloriser, en passant dans notre école que vous avez financée, vous avez fait un superbe prêt étudiant, et vous avez cru que vous allez gagner 5 000 € par mois en démarrant. C'est archi faux. Donc, il y a aussi une surenchère là-dessus. Et je suis d'accord avec vous, Isabelle. Il faut un peu lutter contre ça parce que c'est aussi détaché d'une forme de réalité de l'environnement dans lequel on travaille. Il y a des choses aussi qui s'appellent le mérite, les résultats par rapport à l'engagement. Enfin, avoir des objectifs, certes, mais le salaire, enfin, la rémunération quand on a le choix de sa rémunération, c'est super, mais la vraie vie, c'est que ça découle d'un effort et d'une reconnaissance de son travail. Donc, voilà. En tout cas, voilà, pour rassurer un petit peu, je crois que les deux modèles coexistent encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien, en fait, mais la crise des vocations, en tout cas sur les postes de management opérationnel, elle est réelle. Elle est réelle, elle est aujourd'hui empreinte d'un certain turnover chez nous. Heureusement qu'on a encore des parcours de mobilité interne qui viennent un peu constituer ce socle de 30% et qui, lui, reste intéressant à observer quand même. Ah oui, non, mais tout à fait. Je pense que la diversité des parcours, elle est essentielle. Vous avez tout à fait raison et qu'il faut savoir, puis ne serait-ce que pour donner de l'espoir à ceux qui rentrent dans l'entreprise, qui vont pouvoir évoluer, hein, ça c'est très très important, ce qui implique aussi de la formation en politique de formation en interne, de repérer les bonnes personnes et en effet pas se contenter du meilleur technicien pour aller. Donc c'est c'est un vrai métier RH et qui n'est pas toujours très très bien fait. Voilà, et ce mix, cette diversité, mais cette diversité des âges aussi, elle est très importante. Savoir aller chercher des personnes qui sont plus seniors, des gens de retour à l'emploi, qui ont fait des pauses professionnelles. Voilà, je pense qu'on manque beaucoup d'imagination hein, dans les ressources humaines actuellement en termes de recrutement. Hein. Je suis désolée de le dire, mais là, par exemple, je termine une étude avec un cabinet de conseil qui travaille sur les aidants. C'était la journée des aidants. Voilà, comment on peut aider des personnes qui, pendant plusieurs mois, enfin souvent plusieurs années, sont coupées du marché du travail, mais ont développé des compétences et qui n'ont pas forcément envie de revenir dans les métiers du care. Voilà, ayons un peu d'imagination, arrêtons de faire des copier-coller. Il y a des choses tout à fait intéressantes. Donc ça, c'est... Après, la réalité du plafond de verre, c'est un peu ce que je disais, hein, l'aplatissement des pyramides, le fait que ça reste quand même soumis éventuellement à des diplômes, là aussi. Il faut peut-être un peu plus d'imagination, travailler la VAE, travailler la formation tout au long de la vie, hein, et accepter la mobilité aussi.
Là, je pense que le marché du travail est extrêmement porteur. On parle de grande démission, mais en fait, c'est plutôt, vous le savez, une grande mobilité. Et les gens partent ailleurs pour des raisons aussi de rémunération. Il faut être très, très clair. Le sens, c'est bien, mais il faut payer son loyer à la fin du mois. Et donc, c'est plutôt ça, l'idée d'une mobilité très importante. Et comme vous le disiez, Gaëtan, tout à l'heure, on parle maintenant de marché des employés plutôt que marché des employeurs. C'est vrai que, mais c'est plutôt aussi quelque chose de conjoncturel, parce qu'on est dans une période où on n'a quand même pas le plein emploi, loin de là, mais on a quand même beaucoup plus de pouvoir de négociation du côté de ceux qui cherchent que de ce côté, des employés que des employeurs. Voilà, mais la réponse, moi, à mon avis, elle est dans de la diversité. Si on veut faire toujours, si on recruter qu'en interne, qu'en externe, que des jeunes, on se plante complètement. On pourrait faire un parallèle d'ailleurs, Isabelle, par rapport à la vente. Le vendeur type, comme j'ai pu le voir dans beaucoup de sociétés, même à l'époque où je travaillais effectivement dans la vente, voilà, il faut des vendeurs, tel profil, telle chose, et les clients sont divers, sont variés. Donc en fait, un vendeur égale un type de clientèle. Alors j'exagère en disant cela parce que on élargit son panel de compétences en vente à travers les différents clients qu'on rencontre, mais néanmoins, l'uniformisation ne permet pas justement une pensée parfois un peu divergente, de penser out of the box et de capter des clients qui ne seraient pas naturellement captés par un vendeur plus, comment dire, commun, plus classique. Je parle de ça en vente, je l'ai vécu dans une grosse société automobile, un constructeur automobile. Est-ce que les constats que nous faisons ici sont valables en France ou sont valables également parce que je vois qu'il y a des entreprises européennes, je pense à Gaëtan notamment, même mondiales d'ailleurs, où c'est valable spécifiquement en France ou c'est valable dans tous les pays finalement? Je sais qu'on a des difficultés de recrutement partout dans le monde. Le métier de la grande distrie, il est plus ou moins valorisé en fonction des pays. Alors effectivement, en France, il ne jouit pas forcément d'une image très glamour. Je sais qu'aux États-Unis aussi, c'est extrêmement compliqué, puisqu'à priori, alors j'ai pas du tout une connaissance du marché, c'est ce que nous rapportent nos collègues américains. Visiblement, c'est le commerce au sens large qui, là, pour le coup, est vraiment peu valorisé. Visiblement, c'est chez eux vraiment une voie de garage. Et ils ont a priori de grandes difficultés à recruter. Et malheureusement, même au-delà du management, nous aussi, on a de plus en plus de mal à trouver des vendeurs. Avant, c'était hyper facile, ça allait de moins en moins. Mais visiblement, chez eux, c'est encore plus compliqué puisque le métier, il est très, très dévalorisé. Et c'est, voilà, même sur des niveaux de management. Il y a pas d'attrait. Après, c'est partout, on travaille de manière globale. Et Elisabeth, là, qui m'est responsable, qui est la directrice du recrutement de la mobilité pour la France, malheureusement, ne pouvait pas être là. Elle aurait pu en parler mieux que moi, mais elle est amenée à faire des groupes de travail de manière régulière avec les directeurs du recrutement des différents pays. Et il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet au niveau mondial là-dessus parce que voilà, l'attractivité du métier de manager, c'est tout l'enjeu là de la discussion de ce matin, mais elle est moins importante que ce qu'elle a été. Et donc, il faut qu'on trouve des clés pour attirer les talents, et pour essayer de revaloriser le métier, de redonner du sens, parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. C'est clair. C'est pas rassurant, mais c'est pas que Non, français. mais c'est des mutations. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement inquiétant, mais c'est des mutations. Et en effet, il faut que les entreprises et puis se bougent un peu et un peu plus d'imagination. Regardez le monde de la restauration, qui a quand même été dos au mur depuis plusieurs mois et qui commence à innover sur des semaines de 4 jours, sur des augmentations de salaire. Voilà, et j'en parlais, j'étais avec des gens de ce milieu et voilà, il y a ceux qui arrivent à recruter, ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui arrivent à recruter, c'est qu'ils ont changé la donne, la proposition. Là aussi, peut-être mieux traiter les personnes. Voilà, alors que d'autres restent bloqués sur ce qu'ils ont toujours fait et qui n'est plus accepté pour des raisons diverses et variées et qui voilà, n'arrivent pas à recruter. On a tous connu être sur un grand boulevard, voir un restaurant archi plein et celui d'à côté complètement vide. Je pense que le monde du recrutement, il peut être tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à quelques mètres. La nourriture est meilleure, l'ambiance est bonne, on est bien accueilli et tout le monde y va. Et puis à côté, c'est vide, alors que c'est un restaurant et un menu. Et je crois qu'il faut
vraiment se poser la question de l'expérience collaborateur avec, je dirais, avant qu'il arrive dans l'entreprise, l'accueil qu'on lui fait, et ensuite comment on l'accompagne, en effet, dans sa carrière. Et souvent, une fois qu'on l'a recruté, on considère que l'affaire est faite, hein. Et la grande démission, je rappelle que la grande démission, elle n'est pas si grande que ça, mais Oui. qu'elle est plutôt marquée par des démissions dans les premiers mois, hein, pendant la période d'essai ou dans les premiers mois. Statistiquement, hein, c'est plutôt ça. Et en effet, si pendant les 3 premiers mois, on ne m'a pas accueilli, on ne m'a pas expliqué, on ne m'a pas donné les codes, on ne m'a pas montré que j'étais important, je vais voir ailleurs, hein. Et si à côté, il y a une entreprise qui joue le jeu, je la préférerais. D'autres... Jean-Michel, pardon. Non, mais c'est pour poser la même question. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des réflexions, des questionnements? Bon, Alors, j'ai juste une question parce que j'ai affaire aussi à des managers occasionnels. Et en fait, on parle de managers effectivement qui évoluent, qui sont en poste, on les recrute pour un poste de management, mais le fait de travailler des organisations matricielles et par projet, en mode projet, on se retrouve parfois, et c'est certaines entreprises clientes qui me le demandent, de former des managers occasionnels. Alors, c'est-à-dire que c'est une personne qui est technicien généralement, qui a une très bonne maîtrise technique, mais qui est amenée ponctuellement, durant un laps de temps, qui peut être d'une semaine à 6 mois, 1 an, à gérer une équipe projet et avec des niveaux hiérarchiques supérieurs à elle-même d'ailleurs, ce qui parfois effectivement peut provoquer. Alors je reprends ce que j'avais entendu de la part de Lucine qui disait bah oui, moi j'ai 55 ans, c'est pas un jeune, une jeunette, peu importe en fait, qui va m'apprendre mon métier. Ben, c'est pas une question d'apprendre un métier, c'est une question de fédérer des énergies pour réaliser un projet. Et est-ce qu'il y a comment dire, des choses à dire, des chiffres, des études aussi, Isabelle, qui concernent également ces managers qui sont des managers vraiment occasionnels? J'insiste sur le mot occasionnel, hein. Alors, je sais pas, alors il y a occasionnel et puis il y a les managers part-time, c'est-à-dire j'ai un métier qui est complètement classique où je ne manage pas et en effet, je vais me retrouver à la tête d'une équipe projet le vendredi ou 10 heures dans la semaine. J'ai un projet à mener et là, c'est ce qu'on appelle le management transversal, hein, Tout à fait. c'est-à-dire comment manager, fédérer des équipes, mener un projet sans avoir le statut. Et ça peut aller en effet de l'occasionnel à des métiers qui sont complètement transversaux de façon consubstantielle à la mission. Un community manager, il passe son temps à, par exemple, faire travailler des gens très très différents, du top management voilà. Donc non, c'est une vraie façon de c'est une façon de manager qui est très spécifique, le management transversal. On n'a pas les outils, on n'a pas la carotte, on n'a pas le bâton, Oui. souvent, et on doit motiver les personnes, mais il y a des compétences à développer, tout le monde ne peut pas le faire, et c'est vrai qu'il faut armer les personnes à peut-être plus de charisme, plus de curiosité, d'ouverture. C'est très, très exigeant, le management transversal. Je l'ai occupé Oui. cet emploi-là de manager transversal et j'avoue que j'ai trouvé plus simple que le manager. En tout cas, dans la manière dont on m'avait présenté, la manière dont j'ai mené cette mission, c'était plutôt, j'avais pas entre guillemets, de pouvoir, de congé, d'évaluation et tout ça. C'est ça. En revanche, mon activité, c'était plutôt manager transversal sur la partie technique activité. Par exemple, rien ne sortait du service tant que je n'avais pas validé, je n'avais pas signé, etc., etc. Au départ, ça me faisait peur en disant, mais je ne suis pas manager sur mon contrat, ce n'est pas du manager. Comment je vais arriver et dire, c'est moi qui fais ça et qui décide comment on va rythmer la journée dans l'activité, etc. Mais en fait, à l'époque, ma responsable qui m'a donné, il m'a dit, mais c'est avec le temps que tu verras comment ça fonctionne. En fait, et je me suis rendu compte que les salariés avec qui je travaillais, c'est à partir du moment où ils reconnaissent la légitimité, la compétence de quelqu'un, en fait, il fallait juste que je laisse le temps qu'ils découvrent ce que je peux apporter, la manière dont je peux expliquer comment on fonctionne.
Et dès qu'on arrive au stade où il voit vraiment la vraie compétence de la personne et ce que je peux apporter, bah, ça s'est vraiment passé beaucoup plus facilement que ce que j'imaginais en fait. Par contre, la partie plus le côté un peu évaluation, congé, etc., c'est cette partie-là où j'avais plus de mal, parce que comme je maîtrisais vraiment le métier, ben, pour eux aussi, c'était agréable d'avoir un appui à qui ils peuvent demander et que je peux même, sans donner la réponse, de les aiguiller pour qu'eux-mêmes, ils trouvent la réponse. Et je trouve que c'est un vrai métier, enfin, je ne connaissais pas en fait le terme manager transversal et j'ai découvert comme ça et je trouve que ça a vraiment du sens et le développer, ça pourrait être pas mal. Peut-être parce qu'il y a une cible aussi, comme vous disiez, Lucine, une cible très particulière sur un projet précis. Donc le sens est évident, finalement, Mm. hein, par rapport à du management plus en général, entre guillemets, où le sens, c'est le sens de la stratégie de l'entreprise et le décliner et le transmettre. Mm. Mais est-ce qu'on peut, je ne sais pas, je pose la question, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, dans un parcours de manager, c'est très bien peut-être, alors soit de commencer, soit de le mettre au milieu, soit de finir par du transversal, de manière à s'armer un peu. Je ne sais pas, je pose la question naïvement. Ah, tu sais, oui, oui. De toute façon, on décline des compétences en management transversal de façon plus aiguë que dans des situations managériales où on a en effet plus de moyens pour faire avancer les personnes. Mais toujours à un moment ou un autre, en Oui. effet, on se trouve dans cette situation-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut. Et quelque part, quand tu es dans. Il y en a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, par exemple dans la fonction publique, Mhm. dans l'enseignement. On n'a pas un proviseur de lycée, un directeur de collège, un directeur d'école, c'est des collègues. Hein, c'est pas, il n'y a aucune fait avancer des équipes sans Les- les outils classiques du management. Hein. Et dans la fonction publique, de toute façon, les gens, que vous leur donniez une bonne note, ou que vous n'avez aucun moyen de pression, des primes, des avancements, un tout petit peu, quoi, mais c'est tellement faible. Donc, quelque part, il y a aussi beaucoup d'univers, sans que ce soit occasionnel, qui n'ont pas, qui exercent le management sans les outils du management classique, quoi. les chefs de projet, par exemple. Alors ça, c'est du vrai management transversal, les chefs de Oui. projet. Alors moi, ça m'évoque le sujet autour de l'exposition et des moyens de manager. Et je crois que aujourd'hui, il est plus si évident que ça, en fait, de s'exposer. On va prendre des précautions. Mhm. Et ce qui est peut-être un frein, c'est-à-dire que moi, quelque part, dans le management un peu transversal, j'ai l'impression qu'on peut griller quelques cartouches à blanc, qu'on peut s'exposer sans prendre voilà, trop d'ascendant managérial dans le sens management hiérarchique, hein, conduite des hommes, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, y a peut-être je ne veux pas dire une crainte, mais en tout cas des réserves à Mhm. aller sur ce terrain-là parce que, en tout cas, moi c'est un peu mon avis, les relations sociales sont plus aussi évidentes. Alors, je ne vais pas ouvrir un débat dans les 11 minutes qui nous restent, mais c'est un sujet sociétal. Si on regarde son engagement politique, son engagement en tant que citoyen, le rapport à la religion, etc. Enfin, moi, je fais des parallèles avec d'autres pans de la société où je me dis aujourd'hui, c'est plus évident. On est dans un espace de ventre mou et quand on est sur des sujets avec des plus fortes convictions, etc., faut oser s'exposer aujourd'hui quand même. Moi, je trouve que c'est pas si facile. Et donc, finalement, le management transversal, c'est une manière d'approcher le management d'une manière qui est un peu plus sécure. Et finalement, on y va par petites touches et c'est peut-être une manière aussi de pouvoir se rassurer. En tout cas, voilà, moi, je le vois comme ça. Moi qui ai commencé par du management opérationnel, à prendre des coups de bâton, mais à en donner aussi pour le coup, donc avec beaucoup de maladresse, je pense, dans le début de ma carrière professionnelle, parce qu'on m'a dit, ça va être un nouveau costume, maintenant tu y vas, tu es quand même manager. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a des réflexions qui s'imposent et qu'il y a une fragilité
entre le fait de vouloir y aller, puis finalement d'avoir les moyens, d'avoir le chemin aussi qui est bien tracé par sa gouvernance. On l'a un peu expliqué tout à l'heure, où on nous demande un peu de pouvoir nous adapter, d'être apporteur de solutions dans un contexte qu'on maîtrise mal parfois, dans un contexte politique interne, hein, j'entends. De l'entreprise, on nous demande d'être presque au top tout de suite. On veut pas trop de vagues. Et puis aujourd'hui, c'est plus de bon ton d'être dans des relations sociales un peu tendues. Alors, c'est pas que ça a été de bon ton à un moment donné, mais on avait moins peur d'y aller, quoi. Je vais dire ça comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on est en même temps dans une espèce de moralisation du management. On demande à un manager d'être au top assez rapidement, pas trop de vagues. Donc, je pense que le sujet de l'exposition me semble un sujet important à aborder, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de s'exposer. Et même si je rejoins l'idée de l'horizontalité, il y a quand même un manager qui est là pour décider, quoi. Et aujourd'hui, de pouvoir prendre des décisions dans des contextes d'entreprise où on nous demande de conduire le changement, de développer le business, etc., ça demande quand même des aptitudes où, même si on a un peu une idée sur la question, avant d'y aller et puis de tremper le maillot, on se dit, bon, est-ce que je ne vais pas moi-même me griller un peu trop facilement. Donc voilà, en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est cette tension entre je pourrais bien y aller, mais je passe par du transversal, et puis finalement, bon, peut-être que ça me mènera vers du hiérarchique ou de l'opérationnel, on verra, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je vois sur mon parcours et celui des managers que je manage aujourd'hui, où la prise de responsabilité en lien avec l'autonomie, on en a parlé aussi tout à l'heure, de quelle manière on me sécurise aussi dans ma prise de poste et dans ma fonction managériale. Je pense que c'est des questions essentielles aujourd'hui qu'il est important de se poser pour pouvoir justement peut-être ressusciter de la vocation, sécuriser l'engagement, le droit à l'erreur. Enfin bon, voilà, ça questionne aussi les sujets autour de la manière dont on est perçu, dont on est jugé parfois sur les fonctions managériales. Donc il y a de la complexité aussi à ce niveau-là, je pense. Tout à fait. Alors, je mettrai un petit bémol sur le management transversal, parce que c'est aussi l'occasion de se griller partout dans l'entreprise, hein. Donc, j'ai vu des... Voilà. Donc, non, c'est un métier qui peut être très exposé, très touchy, très difficile. Après, là aussi, il y a une telle variété des contextes, des missions, que difficile d'avoir une vision monolithique des situations. Mais c'est un exercice extrêmement formateur, hein, ça c'est clair. Oui, c'est très clair. Bien. Est-ce que dans l'assistance, y a-t-il des questions, des réflexions, des expériences à partager? Allez-y, hein, surtout, faites connaître votre point de vue. Cela dit, il est 54, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Isabelle, en conclusion, oui. Non, pardon, je croyais qu'il y avait une prise de parole. Isabelle, en termes de conclusion et en guise de synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire en fait justement sur cet engagement à vouloir être manager, sur comment on valorise cela et surtout comment faire comprendre en fait toute la beauté finalement de ce métier de manager, parce que c'est un métier extrêmement enrichissant, c'est un métier fabuleux, difficile, mais néanmoins, quand on le réussit très bien, extrêmement gratifiant, je trouve, de la part et des équipes et de sa hiérarchie. Alors, ce que j'ai montré, c'est que c'est quand même pas un phénomène hyper récent, même si ça Voilà. s'exacerbe et que la Covid a montré eu ses effets amplificateurs. C'est vrai que le fait qu'on en parle autant, parce que malgré tout, on en parle quand même, il y a l'effet médiatique et il y a l'effet aussi tension sur le marché du travail en termes de recrutement. Donc les gens ont plus le choix, donc ils sont moins amenés à accepter des choses qui peut-être seraient acceptées dans des périodes plus difficiles. Donc moi, je modérerais quand même les choses, mais c'est vrai que ce poids qu'on fait poser aux managers depuis quelques années, j'en porte ma part, c'est-à-dire d'être des personnes un peu parfaites, hein, quand même, faire tourner la boutique, avoir des performances en étant respectueux, enfin on les met beaucoup en tension. C'est vrai que ça a dû quand même rendre les choses plus difficiles, et que la chose positive là-dedans, c'est qu'on comprend mieux qu'il faut les former, qu'il y a des vraies compétences et qu'il faut passer du temps là-dessus.
pour pas être dans cette transposition dont on a parlé, expertise égale bon expert égale manager. Je prends toujours cet exemple, le meilleur buteur de football n'est pas forcément un bon coach d'équipe, hein, c'est même souvent le contraire. Hein. Donc voilà, et ben, les clés, elles sont dans un meilleur top management qui souvent se désengage de cette préoccupation managériale, parce que l'exemplarité, elle est là aussi, et qu'on ne peut pas se dépatouiller avec tout en étant dans les couches intermédiaires, s'il n'y a pas un vrai là, un vrai donné par le top management, et des vrais arbitrages hein, dans cette évolution. Et puis, en effet, je pense qu'il faut qu'on forme mieux et encore plus, le IGS est bien placé pour le savoir. Et je pense que, non, mais c'est pas, voilà, on est, et puis arrêter peut-être de s'interpeller un peu sur nos représentations aussi, des jeunes, des vieux, voilà, je pense qu'il y a tellement de communs partagés qu'on peut aller chercher dans des populations très, très diverses, des managers qui pourront... et se dire qu'on n'est pas non plus manager pour la vie, hein, créer des passerelles où pendant 3-5 ans on fait du management, puis on revient à des métiers plus opérationnels et on repart. Ce qui n'est pas toujours possible. Hein. Dans beaucoup d'organisations, une fois qu'on est passé d'un certain côté, on peut pas revenir facilement en arrière. Très bien. Donc, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de fatalité. Hein. Il y a simplement des envies, de l'énergie, comme d'habitude, et de l'imagination. De l'imagination, sans attendre de toucher le fond de la piscine, quoi. Il faut qu'on sache innover. Je dis toujours, l'innovation la plus différenciante pour une entreprise, c'est l'innovation managériale. Hein. Tout le reste est copiable. Absolument. Je retiens imagination, je retiens ouverture, je retiens profil différent, pas forcément dans les standards habituels, entre guillemets, quand je dis standards habituels, parce qu'il y en a de moins en moins, mais bon, heureusement. Mais ça reste vraiment les maîtres mots pour justement et faire évoluer cette fonction managériale avec des profils qui seraient des profils justement qui apportent quelque chose à l'entreprise. Et je retiens également ce que tu disais, Isabelle, c'est que le top management, ça ruisselle hein, en termes d'exemplarité. Alors, on va parler beaucoup de ruissellement il y a quelques temps, mais bon, là, en l'occurrence, c'est une réalité. Comme quand je regarde en l'air, et ce que je fais actuellement, et hormis mon plafond, qu'est-ce que je vois au-dessus comme modèle? Et si mes modèles sont très déficients en termes de management, forcément, je vais appliquer les modèles que j'aurais vus. Donc, de la diversité, de la curiosité, des profils qui sont parfois hors normes, et encore une fois, et j'apprécie ce que dit Isabelle, notamment par rapport au profil. C'est pas parce qu'on a un bac+5 management qu'on va être forcément un bon manager. Voilà, il y a des personnes qui peut-être ont une expérience différente, des diplômes différents, mais qui sont aussi d'excellents managers en devenir. Et comme le disait David, on se bonifie, je pense, si on accepte d'apprendre de ses erreurs et de ses échecs. Et je crois que c'est un métier où on fait plein de bourdes, Moi, j'ai beaucoup managé. Voilà. Et après, il faut que ça soit apprenant, que ces erreurs soient apprenantes. Et c'est vrai que je pense que ça fait partie des métiers où, si on a cette posture, on est bien meilleur les années passant. Écoutez, merci de ces échanges. Merci à vous, merci Isabelle et merci à nos invités d'avoir participé. Je retiendrai à apprendre de ces erreurs aussi. Voilà, ça je vais absolument le mettre, ça sera un mantra. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Et puis à très bientôt pour le prochain cercle du management, Isabelle. Hein, donc très bonne journée. Je n'ai pas la date, ni le thème, je ne me rappelle plus. D'ici là, il y aura une communication de fait. Je compte justement sur cette communication. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bon week-end.